Les mariages forcés en Europe. La nuit. Une jeune fille est enlevée sur la route, traînée de force dans une charrette, et le lendemain matin, sa famille apprend qu'elle est désormais sa femme. Dans le village, personne ne s'indigne, car c'est ainsi que les choses se passent. Le viol se transforme en mariage. La honte est couverte par l'honneur, et le crime devient une union familiale. L'Europe a connu cette pratique pendant des siècles. Elle portait différents noms. Raptus, enlèvement de la mariée, mariage expiatoire. Mais le fond était toujours le même. Un homme pouvait prendre une femme pour épouse par la violence, et la loi et l'Église ne faisaient que consacrer cette union. Dans l'Antiquité, le terme raptus désignait en droit romain l'enlèvement d'une femme en vue de son mariage. Les juristes de l'empereur Justinien ont rapporté des cas où le violeur pouvait être libéré de toute peine si la victime acceptait de l'épouser. À partir du XIIe siècle, le droit canonique de l'Église catholique a déclaré le consentement des deux parties. Mais dans la pratique, ce consentement était souvent obtenu par la force. Aux yeux des prêtres et des juges, une femme qui avait été violée était considérée comme souillée et impure, et son mariage avec un autre homme était impossible. L'union avec le violeur était donc considérée comme le moindre mal. En Italie, cette pratique a pris une forme juridique qui est entrée dans la vie quotidienne sous le nom de matrimonio riparator, mariage réparateur. Un homme qui violait une jeune fille pouvait échapper à la prison en l'épousant. La législation de la Sicile et de la Sardaigne a consacré ce principe jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1965, à Palerme, un tribunal a classé sans suite l'affaire d'un homme qui avait enlevé une jeune fille de 17 ans. Après qu'il eut accepté de racheter son acte par le mariage, les autorités ont considéré le conflit comme réglé. Pour la famille, cela signifiait la préservation de l'honneur, pour la femme, l'union à vie avec son agresseur. En Espagne, jusqu'en 1978, une disposition du Code pénal exonérait de toute peine le violeur qui épousait sa victime. Les archives ont conservé des dossiers dans lesquels des proches ont persuadé des jeunes filles d'accepter une telle union, leur expliquant que sinon, elles ne pouvaient s'attendre qu'à la honte et à l'exil. Le Portugal n'a abrogé une disposition similaire qu'en 1981. Avant cela, des dizaines de milliers de femmes ont été contraintes de vivre dans des mariages qui avaient commencé par des violences. La France connaissait encore, au XIIIe et XIVe siècle, la pratique de l'enlèvement suivi du mariage. Les chroniques décrivent comment de jeunes hommes issus de familles pauvres enlevaient des femmes, puis obtenaient l'autorisation de l'Église. Les prêtres bénissaient souvent ces unions, car ils estimaient qu'il valait mieux le mariage que le péché éternel de l'adultère. De telles histoires se sont produites dans les provinces jusqu'au XVIIIe siècle, où l'enlèvement d'une femme était un moyen de contourner la dot ou la volonté des parents. Dans les Balkans et en Europe de l'Est, l'enlèvement de la mariée est resté une tradition ethnographique. La jeune fille était enlevée de force pendant une fête ou une foire, puis la famille entamait les négociations. Si, au bout de quelques jours, son honneur était considéré comme perdu, les parents acceptaient le mariage. Dans de tels cas, le viol était souvent considéré comme un élément inévitable du rituel, transformé en instrument de pression. Partout en Europe, la loi et l'Église considéraient le viol non pas comme un crime contre la personne, mais comme une atteinte à la propriété familiale. La femme était considérée comme la gardienne de l'honneur
de la famille. Si elle était souillée, le préjudice devait être compensé par le mariage. L'homme rendait son statut à la famille en épousant sa victime. Au final, des milliers de femmes étaient privées de leur droit de choisir. Leur vie commençait par un traumatisme, consacré par une union au nom de l'ordre. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une pratique systématique, consignée dans les codes, les chroniques et les archives judiciaires. L'Europe a vécu pendant des siècles avec des mariages par viol, les qualifiant de rédemption et de tradition. C'est précisément pour cette raison que cette sombre histoire a perduré jusqu'au XXe siècle, lorsque, sous la pression des défenseurs des droits humains et des mouvements féministes, les lois ont commencé à être abrogées, mais leur souvenir est toujours vivant. Dans les archives des villes européennes du XIIIe au XVIe siècle, on trouve des documents où la violence et le mariage coexistent dans le même champ juridique. Les conciles ecclésiastiques et les tribunaux laïques ont consacré l'idée que l'honneur d'une femme n'était pas son droit personnel, mais la propriété de la famille, qui pouvait être rétablie par l'union avec l'agresseur. Le violeur devenait un mari, et son crime, une dette payée par le mariage. Le droit canonique de l'Église catholique contenait une contradiction. Formellement, le consentement de la mariée était requis, mais dans la pratique, c'était le fait de la perte de la virginité qui était considéré comme déterminant. Si une femme était souillée, son consentement n'avait plus aucune valeur. Les bulles papales du XIIIe siècle considéraient l'enlèvement et le viol comme un péché, mais autorisaient la rédemption par l'union légitime. Les chroniques font état de dizaines de cas où, à la suite d'une plainte de la famille, les évêques ont ordonné au violeur de réparer son acte par le mariage, puis l'ont exempté de toute punition. En Italie, cette pratique a perduré plus longtemps. Les codes pénaux de la Sardaigne et de la Sicile du XIXe siècle contenaient une disposition selon laquelle le viol cessait d'être considéré comme un crime si l'agresseur épousait sa victime. C'était ce qu'on appelait le matrimonio riparator. Dans les villages du sud de l'Italie, il existait même le terme mariage des buissons. Une femme enlevée de force ne pouvait plus rentrer chez elle pure. La famille préférait accepter le mariage pour éviter la honte et la perte de son statut social. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1965 en Sicile, lorsque Franca Viola, âgée de 17 ans, a refusé d'épouser son violeur, malgré la pression de sa famille et de la société. Son geste a fait sensation, mais jusqu'alors, des milliers de femmes avaient tacitement accepté ce scénario. En France, les documents juridiques des XIVe et XVIIe siècles établissent une distinction entre le rapt de séduction et le rapt de violence. Mais dans les deux cas, la peine pouvait être levée si le mariage suivait. Les procès-verbaux montrent que le père de la femme donnait son accord. Les tribunaux classaient l'affaire et les prêtres mariaient le couple. Dans le nord du pays, jusqu'au XVIIIe siècle, l'enlèvement d'une jeune fille lors d'une foire ou d'une fête villageoise était considéré comme une forme extrême, mais acceptable, de cour. En Espagne et au Portugal, la norme juridique du mariage expiatoire a été maintenue dans les codes pénaux jusqu'aux années 1970. Une disposition de la loi exonérait expressément le violeur de toute peine s'il épousait sa victime. Il s'agissait d'une légalisation par l'État d'une pratique qui était perçue dans les villages comme l'ordre naturel des choses. Pour les femmes, cela signifiait que toute tentative
de résistance était vaine, car la loi jouait contre elle. Dans les Balkans, l'enlèvement d'une fiancée allait de pair avec les négociations matrimoniales. La jeune fille était emmenée de force, et si elle restait plusieurs jours dans la maison de son ravisseur, son retour était considéré comme impossible. La famille négociait la dot ou une compensation. Dans certaines régions, l'acte de violence faisait tacitement partie du processus. Il fixait la femme en la privant de tout choix. Les prêtres orthodoxes bénissaient souvent ces mariages, les expliquant par la volonté de Dieu. Ces pratiques n'étaient pas marginales. Elles concernaient toutes les classes sociales, des villages paysans à la noblesse. Les chroniques mentionnent des cas où des nobles enlevaient des filles de statut inférieur, forçant leurs familles à accepter l'union. Pour les femmes, cela signifiait non seulement la perte de leur corps, mais aussi la soumission totale à leur destin. Leur nom personnel n'avait jamais force de loi. Le système juridique, le droit canonique et les traditions sociales ont reproduit pendant des siècles la même logique. Si une femme était violée, son destin devait être corrigé par le mariage. La violence devenait ainsi un mécanisme social. Elle n'était pas punie, mais institutionnalisée, intégrée au concept même du mariage. Le XIXe siècle en Europe est généralement considéré comme une période de réforme, de codification et d'humanisation du droit. Mais même à cette époque, la norme du mariage par viol continuait d'exister, cachée dans les articles des codes pénaux et soutenue par le consentement tacite de la société. La femme restait un objet, son corps était la propriété de sa famille et son honneur était une marchandise qui pouvait être restaurée par le mariage. Le Code Napoléon, entré en vigueur au début du XIXe siècle, proclamait de nombreuses normes progressistes, mais n'abolissait pas la possibilité d'alléger la peine infligée à un violeur en cas de mariage ultérieur. Dans les provinces françaises, en particulier rurales, cette pratique a perduré. Les tribunaux et les autorités locales préféraient régler l'affaire par le mariage plutôt que de faire scandale. Les chroniques des préfectures font état de dizaines de cas où le père de la victime a accepté l'union pour éviter le déshonneur et préserver la réputation de la famille. En Italie, au XIXe siècle, le matrimonio riparator était tellement ancré dans les mœurs qu'il était considéré comme faisant partie du droit naturel. Dans les communautés rurales du sud du pays, l'enlèvement et le viol étaient perçus comme un moyen radical, mais acceptable, de conclure un mariage. Même dans les tribunaux officiels, la logique suivante prévalait. Si une femme a perdu sa virginité, sa position dans la société ne peut être rétablie que par le mariage avec le coupable. Cette norme a été maintenue dans le code pénal italien jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. L'Espagne et le Portugal sont allés encore plus loin. Leurs codes pénaux du XXe siècle contenaient des articles explicites qui exonéraient le violeur de toute responsabilité en cas de mariage. En Espagne, cela était inscrit à l'article 449 du Code pénal de 1944. Au Portugal, une loi similaire était en vigueur jusqu'en 1981. Cela signifiait que la femme se trouvait dans une situation sans issue. Refuser d'épouser son violeur la laissait dans un état honteux et détruisait sa vie. Accepter le mariage la transformait en épouse et perpétuait son traumatisme. Même en Europe de l'Est, où le XIXe siècle a été marqué par la codification des empires, la pratique de l'enlèvement et du mariage par la violence
a continué d'exister dans les villages. Dans l'Empire austro-hongrois, à la fin du XIXe siècle, on a enregistré des cas où des paysans légalisaient l'enlèvement par le mariage et les juges fermaient les yeux, considérant ces mariages comme une coutume populaire. Dans les paroisses orthodoxes des Balkans, les prêtres mariaient les jeunes filles enlevées, estimant que c'était mieux que de laisser une femme déshonorée. Les mouvements féministes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont été les premiers à s'attaquer ouvertement à ce système. Des magazines féminins à Paris, Rome et Madrid ont publié des articles racontant l'histoire de jeunes filles contraintes d'épouser leurs violeurs. Mais pendant longtemps, la société a considéré ces récits comme des cas extrêmes et non comme une norme systémique. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que la situation a commencé à évoluer. En Italie, dans les années 1960, plusieurs procès très médiatisés ont montré que le mariage rédempteur n'était pas une tradition, mais une légalisation de la violence. Le cas de Franca Viola, en Sicile, en 1966, a été le point culminant de cette évolution. Une jeune fille de 17 ans a été kidnappée et violée, puis son agresseur lui a proposé de racheter son acte en l'épousant. Mais Franca a refusé, une première dans toute l'histoire de cette pratique. Son affaire est devenue un symbole de résistance. La société s'est divisée et les organisations féministes ont déclenché une vague de protestations. Ce n'est qu'en 1981 que l'Italie a définitivement abrogé la loi sur le matrimonio riparator. En Espagne, la situation n'a changé qu'après la mort de Franco et les réformes démocratiques. En 1978, l'article qui exonérait les violeurs de toute peine en cas de mariage a été abrogé. Au Portugal, une norme similaire n'a disparu qu'au début des années 1980. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'est sa durée. Pendant près de 2000 ans, l'Europe a vécu avec la conviction que le viol pouvait être réparé par le mariage. Cette logique a non seulement brisé le destin de nombreuses femmes, mais a également ancré la violence comme un instrument des relations conjugales. À la fin du XXe siècle, la société européenne a été contrainte de faire face à ce qui avait été passé sous silence pendant des décennies. Les mariages par viol ne pouvaient plus être dissimulés derrière le mot « tradition ». On en parlait désormais ouvertement, lors de rassemblements, dans les journaux, à la télévision. Et plus les histoires étaient révélées, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas de vestiges d'un Moyen-Âge lointain, mais d'une norme qui, hier encore, était inscrite dans la loi. En Italie, le procès très médiatisé de Franca Viola, en 1966, a été la première fissure dans le système. Son refus d'épouser son violeur a provoqué un choc. La société s'est retrouvée divisée entre les partisans de l'honneur familial et les nouvelles voix qui qualifiaient cela d'esclavage. Les groupes féministes, qui voyaient le jour à l'époque, ont pris le contrôle de l'affaire. Ils sont descendus dans la rue avec des pancartes, ont publié des tracts racontant l'histoire d'autres femmes réduites au silence. Sous la pression des militants et des juristes, la loi sur le matrimonio riparator n'a été officiellement abrogée qu'en 1981. Mais dans la pratique, pendant les décennies qui ont précédé, des milliers de femmes ont été contraintes d'accepter en silence le même sort que Franca avait refusé. En Espagne, les changements sont arrivés avec la chute du régime franquiste. Dans le contexte de la démocratisation du pays, il est devenu possible de réviser le code pénal. L'article qui exonérait les violeurs de toute responsabilité en cas de mariage avec leurs victimes a été abrogé
en 1978. Mais avant cela, les femmes avaient vécu pendant des décennies dans la crainte que toute violence à leur égard puisse être légalisée sous le nom de mariage. Au Portugal, la situation a perduré encore plus longtemps. La loi n'y a été abrogée qu'en 1981 et pendant tout ce temps, ces mariages sont restés monnaie courante dans les zones rurales. La France a officiellement renoncé à ces normes plus tôt. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, les tribunaux locaux pratiquaient le règlement à l'amiable. Le violeur épousait sa victime et l'affaire pénale était classée. Pour les communautés rurales, cela était considéré comme la bonne solution. Préserver la famille, éviter le déshonneur, ne pas briser la vie de la jeune fille. En réalité, sa vie était déjà brisée au moment où la loi a reconnu son corps comme la propriété de sa famille et non comme son droit personnel. Les Balkans et l'Europe de l'Est n'étaient pas en reste. Dans certaines régions de Yougoslavie et d'Albanie, l'enlèvement des épouses a continué d'être considéré comme une tradition ethnographique jusqu'à la fin du XXe siècle. Une jeune fille pouvait être enlevée lors d'une fête ou d'une foire, et si son honneur était considéré comme perdu, ses parents étaient contraints d'accepter le mariage. En Albanie, cette coutume a perduré même après la chute du communisme, dans les années 1990, et n'a commencé à disparaître que progressivement sous la pression des défenseurs des droits de l'homme. Au tournant du siècle, l'ONU et le Conseil de l'Europe ont officiellement qualifié les mariages de rachat de violation des droits humains. Des organisations internationales ont recensé des cas où des femmes dans les zones rurales d'Italie, d'Espagne ou d'Albanie continuaient de subir des pressions. Tu dois l'épouser pour ne pas déshonorer la famille. Les journaux ont publié des reportages sur des femmes qui avaient vécu pendant des décennies dans des mariages qui avaient commencé par un viol et qui n'avaient décidé de dire la vérité qu'à un âge avancé. Le plus inquiétant était que la tradition n'avait pas disparu du jour au lendemain avec le changement de loi. Elle continuait à vivre dans les esprits. Dans les villages du sud de l'Italie ou dans les montagnes d'Albanie, encore dans les années 1990, des femmes avouaient aux journalistes « Si tu es enlevé, tu es obligé de te marier. Sinon, tu resteras seul, pour toujours. » Cela montrait à quel point la violence était profondément ancrée dans le tissu social. Même lorsque l'État abolissait les normes, la communauté continuait à dicter les anciennes règles. Ainsi, la fin du XXe siècle a été marquée par l'abolition des lois, mais pas par une victoire totale. L'Europe a pris conscience que les horreurs qu'il était commode d'attribuer à la barbarie médiévale existaient en réalité tout près, au XXe siècle, dans les codes juridiques et dans le destin de femmes bien vivantes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Europe préfère parler des mariages forcés, comme d'un vestige du passé. Mais leurs souvenirs continuent d'empoisonner la vie et, dans certains endroits, de se reproduire. Ce qui a été considéré pendant des siècles comme une tradition ou l'honneur de la famille fait aujourd'hui l'objet de procès, de documentaires et de débats publics. L'histoire de Franca Viola, en Italie, est depuis longtemps entrée dans les manuels scolaires et les émissions de télévision. Mais dans le sud du pays, on entend encore aujourd'hui cette phrase « Mieux vaut épouser son violeur que rester seul ». Ce n'est pas une loi, c'est une mémoire sociale qui maintient les femmes dans le silence. Les chercheuses féministes appellent cela une cicatrice culturelle. La loi a été modifiée,
mais la norme dans l'esprit des gens n'a pas complètement changé. Dans les Balkans, l'enlèvement de futurs mariés, accompagné de violences sexuelles, existe encore au XXIe siècle. En Albanie et au Kosovo, les médias rapportent régulièrement des cas où une jeune fille est enlevée de force, puis où sa famille accepte le mariage. Dans les rapports des organisations de défense des droits humains, ces unions sont qualifiées de violences légalisées. Mais pour les communautés locales, elles sont toujours considérées comme faisant partie de la tradition. La police ferme souvent les yeux et les tribunaux prononcent des peines légères, invoquant le consentement de la famille. En Europe de l'Est, des cas isolés font encore surface aujourd'hui. En 2012, en Moldavie, les médias internationaux ont relayé l'affaire d'un homme accusé de viol qui a été libéré après avoir épousé sa victime. De tels précédents montrent que le système judiciaire peut continuer à fonctionner selon les anciens modèles, même lorsque les lois ont été formellement modifiées. Les mouvements féministes du XXIe siècle ont fait des mariages par viol un symbole de la lutte contre la violence en tant qu'institution sociale. Des documentaires et des livres racontent l'histoire de femmes qui ont gardé le silence pendant des décennies avant de se décider à dire la vérité. En 2014, un film sur Franca Viola a été tourné en Sicile, rappelant à la société qu'il ne s'agit pas d'une antiquité, mais de la génération de nos grands-mères et de nos mères. Les chercheurs européens qualifient aujourd'hui cette pratique de viol légalisé et la placent au même rang que les traditions mutilantes d'autres régions du monde. La seule différence est que l'Europe a préféré oublier qu'elle a elle-même légalisé pendant des siècles le mariage comme instrument de violence. Le souvenir de ces mariages ne se trouve pas seulement dans les archives. Ce sont des femmes qui vivent aujourd'hui en Italie, en Espagne, au Portugal et en Albanie, qui ont passé leur vie dans des unions qui ont commencé par la violence. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais osé raconter à leurs enfants comment elles sont devenues épouses. Leur silence est un monument muet à un système qui, pendant des siècles, a privé les femmes du droit de dire non. Au XXIe siècle, l'Europe aime se présenter comme un bastion des droits humains. Mais l'histoire des mariages par viol nous rappelle qu'hier encore, des lois justifiant le crime par le mariage étaient en vigueur ici. Et tant que les femmes qui ont vécu cela seront en vie, tant que les enlèvements de mariés se poursuivront dans les Balkans et dans la région du Caucase, la tradition ne sera pas morte. Elle aura simplement changé de forme, laissant derrière elle des cicatrices, tant sur les corps que dans les esprits. Ces cicatrices rappellent à quel point la violence peut facilement devenir une institution lorsque la société décide de la qualifier de coutume. L'Europe a abrogé ces lois, mais leur souvenir continue de résonner comme un avertissement. Toute tradition qui justifie la violence peut perdurer pendant des siècles si elle est soutenue par la religion, la justice et la peur du déshonneur.